Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, le programme de valorisation de l'ancienne Médina de Rabat, de grands chantiers en cours pour la restauration notamment des remparts et des portes historiques de la ville. Un reportage à suivre dans ce journal. Les Palestiniens commémorent aujourd'hui dans la douleur et la colère le triste anniversaire de la Nakba. C'était il y a 70 ans. La tension est particulièrement palpable dans la bande de Gaza. 62 Palestiniens ont péri hier suite aux tirs des soldats israéliens. De la musique également au menu de ce journal et nous vous parlerons de ce concert envoûtant de l'Orchestre Symphonique Royal. Un spectacle qui ramène à l'époque du swing. Cela s'est passé hier à Casablanca. Et notez d'abord que Sa Majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations au président de la République du Paraguay, Horacio Cartes, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le programme de valorisation de l'ancienne Médina de Rabat est ambitieux. Il vient s'ajouter aux différents projets entrepris dans le cadre des programmes Rabat, Ville Lumière, capitale marocaine de la culture. De grands chantiers sont en cours pour la restauration des remparts et des portes historiques de l'ancienne Médina de Rabat. C'est un reportage de Abdallah Al-Shgar. Le commentaire est signé Nisri El-Hamdawi. L'ancienne Médina de Rabat retrouve son lustre et son cachet authentique. Tout a été repensé, du plafond au sol, pour le plus grand plaisir des visiteurs et même des propriétaires de magasins qui voient en cette réhabilitation une belle volonté de préserver l'âme de la ville. Nous sommes dans l'ancienne Médina, le cœur battant de Rabat, et qui est en pleine réhabilitation. Nous nous sommes longtemps concertés avec des architectes qui ont pris en considération nos remarques et nos propositions avant l'exécution du plan de rénovation. Ce programme comprend la restauration des grandes murailles de l'ancienne Médina, la réhabilitation des rues marchandes, notamment l'Exa, Souk Sbat, Soueka, Boukroun et bien d'autres ruelles commerciales. Nous nous attelons également au revêtement des trottoirs et à la réhabilitation de l'éclairage public. Le concept Rabat Ville Lumière continue de prendre forme sur le terrain et il sera même appuyé par tout un programme d'envergure lancé hier par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le projet de valorisation des anciennes Médinas du royaume et la restauration du patrimoine architectural, matériel et immatériel des villes. Ce projet d'envergure viendra réhabiliter de nombreuses mosquées, mais aussi des remparts et des arcades, notamment à Rabat. Ce programme vise également à améliorer les conditions de vie des habitants de la ville à travers la mise en place de nouveaux parkings et de nouveaux espaces verts, sans oublier les terrains de proximité. Rabat, un chantier à ciel ouvert. Les Rabatais sont adeptes du renouveau et de cette belle énergie qui anime la ville en entier. La ville s'embellit, les jardins sont en restauration, le tram est sur les rails, tout cela nous réjouit. Nous avons remarqué de nombreux travaux de restauration dans l'ancienne Médina. Les espaces sont mieux exploités. C'est une bonne chose. La réhabilitation de nos Médinas, un bel témoignage de l'attachement du royaume à son patrimoine et à la mémoire collective. Ce mardi, c'est le jour anniversaire de la Nakba, un triste anniversaire que les Palestiniens commémorent dans la douleur et la colère. Il y a 70 ans commençait la tragédie des réfugiés. La journée d'hier a été particulièrement sanglante. 62 Palestiniens ont été tués à la lisière de la bande de Gaza par l'armée israélienne. Les autorités palestiniennes dénoncent également des centaines de blessés. Mohamed El-Shkar. Elle s'appelait Leila. Ce bébé âgé d'à peine 8 mois, ici en grave difficulté respiratoire, après avoir inhalé du gaz lacrymogène.
C'était lors des manifestations d'hier à proximité de la clôture établie par l'armée israélienne. Leila, le bébé, décédera peu de temps après. À Genève, le HCR dénonce timidement les tirs à l'aveuglette par l'armée israélienne sur tout ce qui bouge côté palestinien. Il semble que tout le monde était susceptible d'être abattu ou blessé par l'armée israélienne. Enfants, femmes, presse, secouristes, toute personne se trouvant jusqu'à 700 mètres de la clôture. Hier, c'était un horrible massacre des Palestiniens de Gaza. Près de 60 personnes tuées alors que les manifestants participaient à une commémoration particulièrement douloureuse des 7 décennies de la Nakba. Une soixantaine de victimes et de l'émotion jusqu'au sein du Conseil de sécurité réuni en urgence. Je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes. Évidemment, c'est un événement très préoccupant. C'est une chose très triste. Il y a eu plus de 50 morts avec plus probablement jusqu'à 1000 blessés. À Ramallah, le président palestinien a décrété une grève générale aujourd'hui dans les territoires palestiniens, ainsi que 3 jours de deuil national. Et tout comme à Gaza, à Ramallah, Beit Lahm et plusieurs autres localités de Cisjordanie, les sirènes ont retenti pendant 70 secondes pour marquer 70 ans de dépossession et d'occupation. Les Palestiniens commémorent la Nakba, littéralement la catastrophe que représente pour eux la création d'Israël en 1948, suivie de l'expulsion de centaines de milliers de Palestiniens. En Cisjordanie, dans la bande de Gaza et Al-Quds Est, c'est une journée de grève générale. Les commerces ont baissé leurs rideaux, les écoles et les institutions publiques sont fermées. En Irak, au lendemain des élections, place aux tractations politiques pour d'éventuelles coalitions. Le système irakien est calibré pour empêcher toute domination d'un parti. La Constitution stipule en effet qu'il revient au chef de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges de former le gouvernement. La Corée du Nord va à son tour plaider en faveur de la prohibition des essais nucléaires. C'est ce qu'a déclaré son ambassadeur aux Nations Unies cet après-midi à Genève. Soupçonné d'avoir conduit 6 essais nucléaires, le régime de Pyongyang a annoncé il y a quelques jours qu'il allait démanteler son propre site d'essais nucléaires en amont de la réunion prévue le mois prochain entre le président américain Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Retour chez nous et direction Tata où les palmiers dattiers occupent une place importante dans les activités économiques et sociales. Ils participent au développement durable de la région et permettent l'amélioration des revenus des agriculteurs. La filière est soutenue par le plan Maroc Vert. C'est un reportage de Hassan Tapaï sur un récit de Zakaria Moqin-Billah. Le palmier dattier, l'arbre providence des oasis du sud du royaume. Dans la province de Tata, les oasis s'étalent sur une superficie de 10 000 hectares. Cette culture permet une production de plus de 10 000 tonnes de dattes, soit près de 15% de la production nationale. Le plan Maroc Vert mise sur des programmes dédiés à moderniser le secteur. La direction régionale de l'agriculture œuvre dans le cadre du plan Maroc Vert à la mise à niveau, à l'accompagnement et à l'encadrement des agriculteurs producteurs de dattes. Ceux-ci sont organisés au sein de groupements professionnels et reçoivent des formations sur la production, la valorisation et la commercialisation des dattes. Et afin de valoriser le produit et d'améliorer sa qualité, des unités de traitement, de stockage et de refroidissement ont été mises en place au niveau de la province. Auparavant, on vendait les dattes sur une courte période, car le produit est périssable. Grâce au plan Maroc Vert, nous avons bénéficié d'équipements pour conserver les dattes sur une longue durée, jusqu'à une année.
Ces projets visent la mise à niveau des oasis dans la province de Tata et le développement de la production en termes de rentabilité et de qualité. Grâce à ces potentialités, la culture du palmier dattier attire de plus en plus d'investissements, avec des impacts économiques importants. On reste à Tata où nous vous proposons cette fois-ci un reportage sur une ancienne et belle demeure qui date de 5 siècles. À l'époque des Almoravides, elle avait rempli plusieurs fonctions. Cette maison chargée d'histoire est aujourd'hui réhabilitée en maison d'hôte écologique où les touristes affluent massivement. Hassan Tabbaï, Hamza Sayeh et Boubkar Ben-Ghabret. L'édifice se dresse majestueux, niché dans la palmeraie de Tata. Un hébergement touristique écologique réhabilité après ses 5 siècles d'âge avec beaucoup d'amour et de passion pour accueillir ses visiteurs. Une maison d'hôte authentique avec ses couleurs, ses chambres pleines de charme avec ses plafonds typiques propres à la région. Culturellement conçue pour respecter les conditions de vie en climat aride et milieu oasien. Notre désir, c'est de propager ces idées d'une maison d'hôte ou de maison d'hôte pour le valeur du patrimoine immatériel entre Zagora et Tantan, qui est le Jbel Bani, dans le cadre du géoparc du Jbel Bani. Région soutenable, région durable. Ces espaces spatiaux, ces terrasses panoramiques plongent les visiteurs dans le charme et le raffinement de cette architecture authentique, un environnement apaisant. On aime beaucoup cet endroit parce que c'est typique, c'est original, c'est naturel, c'est calme, c'est traditionnel. Ces maisons avaient des fonctions à l'époque des Saadiens et des Almoravides. Elles se sont transformées en maisons d'hôtes pour accueillir les touristes à la recherche de calme et de sérénité. Des lieux qui offrent un confort unique vu l'agressivité du climat, et ce grâce à la réussite de la réhabilitation architecturale réalisée par ses promoteurs. Lieu d'histoire et de partage, de ces ruines a pu renaître une demeure patrimoniale mettant en avant, culturellement et cultuellement, toutes les finesses de l'art de vivre, une opportunité de se remettre à rêver. Intéressons-nous à présent à cette étude consacrée à l'entrepreneuriat féminin au Maroc, financée par le gouvernement canadien et réalisée par le Bureau international du travail. Elle permettra d'identifier les éventuelles contraintes rencontrées par les femmes actives. Pour cela, un plan cadre pour la promotion d'un climat général favorable à la promotion de la femme a été établi. Il se décline en 6 points. On voit tout cela avec Dominique Orlando. Réalisée entre 2014 et 2015, l'étude a d'abord consisté en un travail de documentation effectué à partir de rapports, d'études et de statistiques recueillis au niveau national. La consultation des documents collectés a permis d'analyser la situation des TPE et des PME au niveau de l'économie formelle, ainsi que les activités liées au secteur informel, les écarts du point de vue du genre et les contraintes rencontrées par les femmes entrepreneurs. De cette somme d'informations a découlé quelques recommandations sous forme de conditions cadres. Nous regardons un peu qu'est-ce qui est le cadre légal et judiciaire, voir quelles sont les possibles contraintes pour l'entrepreneuriat féminin. Après, nous regardons voir si, au niveau de la coordination des principaux acteurs, s'il y a une coordination et il y a un point focal pour l'entrepreneuriat féminin. Le 3e point, c'est l'accès des femmes aux services financiers. Le 4e, c'est l'accès des femmes aux services d'appui à l'entrepreneuriat. Et finalement, c'est l'accès à la voix, à la représentation des femmes entrepreneurs. Voir à quel point ces associations arrivent à porter le message des femmes entrepreneurs dans les dialogues de politique. Si beaucoup d'actions ont été entreprises pour améliorer le développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc, selon l'étude, elles restent insuffisantes. La stagnation de la part de ces mêmes entreprises dirigées par les femmes ne peut être résorbée qu'à travers un axe stratégique global qui puisse intégrer des mesures spécifiques afin d'améliorer et de renforcer l'ensemble des conditions cadres préconisées dans cette même étude. Le Maroc vient de célébrer la Journée internationale de l'infirmier et de l'infirmière, une occasion de faire le point sur les acquis réalisés dans ce secteur et sur les défis qui restent à relever. D'ailleurs, un colloque a été organisé au CHU de Casablanca. Les précisions avec Sarah Katier.
Acteurs importants de la santé, les infirmiers célèbrent leur journée internationale. Au CHU Abdrahim Harouchi à Casablanca, l'occasion a été propice pour organiser un colloque sous le thème « L'infirmier, voie vers l'excellence ». Nous avons choisi que ce soit une célébration par des thèmes scientifiques et des thématiques scientifiques, vu que nous sommes un hôpital universitaire et que donc nous pensons que la meilleure façon de mettre en valeur nos personnels infirmiers, c'est de s'engager dans cette voie de formation continue. La journée célèbre des professionnels pour qui soigner, être au service des autres et promouvoir la santé font partie intégrante de leur mission quotidienne. L'infirmier, il fait partie du personnel de l'hôpital. L'infirmier travaille en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a la voie médicale, il y a la voie infirmière. Il travaille parallèlement, mais il converge à la fin vers un point essentiel, c'est la satisfaction du patient, la satisfaction du malade. L'infirmier a toujours été un élément fructueux et productif. Il mérite incontestablement tout notre respect. Le rôle de l'infirmier est un rôle primordial, puisqu'il prend en charge le malade dans les soins infirmiers, y compris l'hygiène du malade, y compris l'administration du traitement et tous les éléments de base qui se focalisent pour le bien-être du malade. Améliorer les conditions de travail des infirmiers dans le public ou dans le privé est susceptible d'améliorer le niveau des soins dans notre pays et par là même de rendre hommage à cette profession dont les membres consentent des efforts quotidiennement dans les domaines des soins ou de la prévention. Les opérations d'inscription dans le préscolaire au titre de l'année scolaire 2018-2019 se poursuivent dans toutes les villes du Royaume. Elles ont débuté le 2 avril et s'achèveront le 16 juin prochain. Selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale, les parents d'enfants âgés au moins de 5 ans et demi au 1er septembre 2018 sont invités à inscrire leurs enfants dans l'école la plus proche de leur résidence. À présent, on se rappelle à seulement quelques jours du mois sacré de Ramadan. Sachez que les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales seront adaptés au mois sacré de 9h à 15h du lundi au vendredi, avec des facilités qui seront accordées aux fonctionnaires et agents pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Notez également ce changement d'horaire de nos rendez-vous d'information sur Al-Oula pendant le mois sacré. Les JT en français et en espagnol seront diffusés à 13h. Les éditions en arabe et en amazigh à 16h30. La principale édition de la soirée à 21h30 et le dernier bulletin d'information aux alentours de minuit et demi. Donc notre JT en français, ce sera tous les jours à 13h et comme nous avons l'habitude de le faire durant le mois sacré de Ramadan, nous programmons comme série pour ce mois béni des reportages intitulés Royaume du Maroc, Lomelo. Il s'agira de saluer à la fois la politique hydraulique du Maroc, mais également de relever toutes les dimensions spirituelles et les traditions liées à cette denrée précieuse qu'est l'eau. Musique, quand les instruments de l'orchestre symphonique royal rencontrent la clarinette du talentueux et célèbre russe Valéry Kislev, le concert ne peut qu'être envoûtant et mémorable. D'ailleurs, le public casablancais en a eu plein les yeux hier lors d'un concert au théâtre Mohamed VI de Casablanca, un concert qui ramène à l'ère du swing. Regardez. C'est une soirée mémorable que les mélomanes casablancais ont passée en compagnie du talentueux clarinettiste soliste russe Valéry Kislev, accompagné de l'orchestre symphonique royal. Un concert qui les a ramenés à l'ère du swing, période faste allant de 1930 à 1945. We play the song
Nous jouons de la musique jazz traditionnelle, du swing des années 30 et 40 et je suis très satisfait du niveau des musiciens de l'Orchestre symphonique royal qui m'accompagnent lors de cette tournée. Chaque fois qu'il y a eu des représentations ici, on est venu, on ne veut pas les rater. Voilà, et en particulier le jazz. Je crois que ça va être du jazz New Orleans. Donc on en est très férus, donc c'est pour cela qu'on est là. Je suis très content d'être là, d'avoir l'occasion d'assister à ce concert, parce que on est tous là, parce qu'on adore le jazz. Valérie Kislev, diplômée du Conservatoire de Moscou, a créé un quatuor de jazz qui deviendra le Classic Jazz Ensemble et dont le répertoire comprend environ 1000 compositions de jazz. Et avant de nous quitter, notez que l'Observatoire du croissant lunaire annonçant le début du mois sacré du Ramadan aura lieu demain, 29 Sha'ban 1439 de l'Hégire, correspondant au 16 mai 2018. C'est ce qu'annonce le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Les magistrats, les nadars et les délégués du ministère sont donc invités à informer ce département de l'observation du croissant lunaire ou de sa non-observation en le contactant au numéro de téléphone s'affichant sur votre petit écran. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous aurez rendez-vous avec Mohsen Kais pour Raïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al Oula.